On va terminer ces présentations d'ordre avec, par ordre alphabétique. Donc, les sages-femmes pour conclure. Laetitia Varvarim, présidente de l'ordre interrégional des sages-femmes. C'est à vous, madame. Donc pour finir ces présentations, je vais reprendre un petit peu l'histoire des ordres et tout particulièrement celui des sages-femmes, parce que l'esprit des ordres se retrouve déjà au niveau du Moyen-Âge. Pour citer les apothicaires qui à l'époque exerçaient en corporation et avaient une police professionnelle. Cette police pouvait infliger des amendes et voire confisquer les marchandises. Après, la Révolution ne voulait plus de ces corporations, donc a mis en place une loi en 1791 qui interdisait ces corporations. Et c'est en 89 que les syndicats, 1889, les syndicats furent autorisés. Et plus précisément, en 1892, les médecins, les chirurgiens, les dentistes et les sages-femmes purent à leur tour faire un syndicat. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps. C'est dans les années 30 que les projets de règlement sont écrits et que les professions se réunissent de façon plus précise et concrète. Mais le contexte était un petit peu tendu à l'époque, donc ça n'a pas abouti immédiatement. Et c'est en 1940 en 1940, finalement, les syndicats ont été dissolus et les conseils professionnels ont été créés. Ensuite, en 1942, des missions ont été précisées. En 1943, un décret supprime les ordres et une ordonnance met en place une nouvelle organisation transitoire de gestion. Cette transition a pris fin assez rapidement et en 1945, le général de Gaulle rétablit les 3 nouveaux ordres que sont les médecins, les dentistes et les sages-femmes. Les règles éditées à l'époque sont de nos jours encore applicables avec quelques évolutions. Ensuite, en 1949, le premier code de déontologie des sages-femmes a été créé. Je souhaitais attirer votre attention sur la particularité de la profession de sage-femme, puisqu'en 1945, la présidence de l'Ordre des sages-femmes avait été attribuée aux médecins. Le premier était le professeur Le Laurier. Les ordres départementaux puis interrégionaux étaient également présidés par des médecins gynécologues obstétriciens. La formation de la profession de sage-femme n'a été indépendante qu'en 1974. Et il faut attendre 1995, sous l'impulsion de Simone Veil, pour que la législation évolue et qu'une sage-femme soit autorisée à présider le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, ainsi que les instances ordinales et départementales. Aujourd'hui, nous avons donc un conseil interrégional. En 2016, nous avions au niveau national 28 345 sages-femmes inscrites. Notre secteur, alors nous sommes en secteur interrégional, c'est-à-dire que nous regroupons plusieurs régions, la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et également les DOM, donc qui représentent la Martinique, la Guadeloupe, nous avons la Guyane et Mayotte en plus. Donc nous sommes une très très grande interrégion avec des grandes disparités, des grandes spécificités. Je peux vous demander juste pourquoi, madame Varvarine, pourquoi cette interrégion un peu étonnante? Je pense que c'est en lien avec la création historique. Nous sommes une profession où nous sommes peu. 26 000 professionnels, c'est peu. Et je pense que pour une question d'organisation et de structure, c'était plus cohérent de faire un interrégion. Donc, pour revenir à l'Île-de-France, nous avons 4 488 sages-femmes inscrites. Donc voilà, pour le Conseil interrégional des sages-femmes. Pour terminer cette introduction, je souhaitais ne pas reprendre toutes les missions de l'Ordre, mais juste illustrer ces missions par quelques exemples de ce que l'Ordre peut apporter aux usagers, aux sages-femmes et aux ordres départementaux. L'Ordre interrégional garantit la moralité, l'indépendance, les compétences des sages-femmes.
Pour cela, nous pouvons être mandatés pour organiser une expertise médicale ou une expertise d'insuffisance professionnelle sur laquelle je ne vais pas revenir. Pour l'ordre interrégional, en 2015, nous avons été contactés pour 3 demandes d'expertise pour insuffisance professionnelle sur l'ensemble du secteur 1. Finalement, à chaque fois, les sages-femmes ont adhéré à la proposition du Conseil départemental de l'ordre et ont accepté d'elles-mêmes de se former. De ce fait, les expertises n'ont pas abouti et n'ont pas été instruites. Concernant le respect des règles contenues dans le code de déontologie, la chambre disciplinaire de première instance, comme pour les autres ordres, examine le manquement aux devoirs. Les sages-femmes font peu de recours à la chambre disciplinaire. Pour 2015, nous n'avons traité que 5 affaires pour l'ensemble de l'interrégion. L'ordre apporte aussi une meilleure coopération entre les professionnels dans l'intérêt des usagers. Par exemple, nous sommes partie prenante par rapport aux actions qui peuvent être menées dans le cadre des violences faites aux femmes. L'ordre est une structure proche du terrain, même si nous avons un très grand secteur, nous essayons le plus possible d'être proche du terrain. Pour illustrer cela, 80% des cabinets libéraux des sages-femmes ont bénéficié d'une visite de conformité par l'ordre. Cette démarche est la garantie de la qualité des soins, mais aussi de la connaissance par l'ordre de l'offre de soins du secteur. Nous proposons également aux sages-femmes des actions de formation. En partenariat avec les ordres départementaux, nous avons proposé des formations, par exemple pour 2015, sur la rédaction des certificats médicaux, sur le respect du secret médical lorsqu'une femme est victime de violences conjugales et sur la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité. Nous faisons entendre la voix des sages-femmes en relayant, par exemple, les informations sur l'expérimentation des maisons de naissance qui a débuté en 2016. Nous sommes l'interlocuteur privilégié aussi des pouvoirs publics. Nous sommes membres des observatoires régionaux de santé de Bourgogne et du Centre Val-de-Loire. Nous sommes signataires du pacte santé-contraception du Conseil régional de Bourgogne. Et nous tenons tout particulièrement à souligner notre collaboration forte avec l'ARS d'Île-de-France. Nous participons à de nombreux groupes de travail, comme la qualité sécurité des soins en structure et son pendant en ambulatoire, ou la déclaration des événements indésirables, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres. Et comme vient de nous le préciser M. De Vis, d'autres sujets sont à venir auxquels nous serons partie prenante. Nous offrons également aux ordres départementaux des formations spécifiques à leur mission ordinale. Donc, en 2015, nous avions proposé une formation pour l'inscription à l'ordre. Ce sont des démarches administratives particulières. Nous maîtrisons tous les protocoles médicaux, mais les aspects juridiques sont peu maîtrisés, peu connus lorsque nous sommes nouvellement élus. Donc, nous proposons des formations adaptées. Nous avons proposé une formation sur l'examen des contrats de l'exercice libéral et une formation sur la conciliation. L'ordre est également un lieu d'échange entre les professionnels et le CLIOR est un très bel exemple de ces échanges. Nous sommes une structure informelle, nous offrons un espace de dialogue et d'échange autour des valeurs professionnelles décrites dans le code de déontologie des 7 ordres. Bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive de tout ce que nous sommes amenés à faire. Les autres ordres également mènent exactement les mêmes missions. Et je voudrais conclure en citant ce colloque qui est la plus belle visibilité de la collaboration des 7 ordres. Je vous remercie. Merci Madame Barvarine. Écoutez, transition parfaite pour l'annonce de la journée. Maintenant que les présentations ont été faites sur la mission des différents ordres, vous avez le spectre pour vous, la nécessité de travailler ensemble, de dialoguer, de trouver des pistes pour améliorer à la fois vos qualités de représentation, vos missions et puis aussi l'échange de confiance évidemment avec le patient.